Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens très bien orientés pour commencer la semaine, à commencer par le CAC 40, boosté, dopé par le secteur des médias et le titre Vivendi qui signe la plus grosse séance de son histoire avec une hausse de plus de 15% pour le titre Vivendi, donc au-delà des 30 € à la mi-journée. Le groupe va distribuer 60% du capital de sa filiale Universal Music Group à ses actionnaires et prévoit de coter cette société à Amsterdam d'ici la fin de l'année sur la base d'une valeur plancher de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, une valeur d'Universal Music Group qui a été atteinte lors d'un dernier tour de table effectué ces derniers jours avec le chinois Tencent qui était déjà actionnaire de 10%, à hauteur de 10% d'Universal Music Group et qui l'est désormais à hauteur de 20%. 60% du capital sera donc distribué aux actionnaires, 20% chez Tencent et Vivendi qui conservera 20% de participation dans Universal. Ajoutez aux 16% que Vincent Bolloré pourrait donc désormais détenir en direct pour sa filiale Universal. Vincent Bolloré, rappelons-le, qui détient près de 30% du capital de Vivendi. Vivendi et la galaxie Bolloré sont donc très entourés aujourd'hui sur le marché boursier parisien avec un CAC qui progresse au-delà des 5700 points en l'absence des marchés américains qui restent fermés aujourd'hui pour la journée du président. Les marchés chinois et certains marchés asiatiques sont également fermés encore en ce début de semaine pour la semaine du nouvel an lunaire, des marchés chinois notamment qui resteront fermés jusqu'à mercredi inclus. Qu'attendre de cette semaine? C'est chaque lundi à la mi-journée sur Bismart dans Smart Bourse avec le plan de trading et notre partenaire Bourse Direct. Romain Daubry sera avec nous en plateau dans quelques instants. Mais d'abord, le résumé complet de la séance à mi-parcours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 évolue d'ailleurs depuis ce matin au-dessus des 5700 points. La perspective d'une adoption prochaine du plan de relance aux États-Unis est relancée alors que Donald Trump a été acquitté par le Sénat samedi dans l'après-midi dans le cadre de la deuxième procédure de destitution qui le visait à la suite des assauts au Capitole. Une décision qui laisse espérer aux investisseurs que la Chambre haute du Congrès reprenne sans tarder les discussions concernant le stimulus de 1900 milliards de dollars afin de continuer le processus enclenché, à savoir un vote de réconciliation budgétaire au Sénat. Une perspective qui fait d'ailleurs remonter les taux à 10 ans aux États-Unis qui se situent aux alentours de 1,21% aujourd'hui à la mi-journée. En Europe et plus précisément en Italie, les investisseurs saluent la prise de fonction de Mario Draghi comme président du Conseil. L'ancien président de la BCE a prêté serment ce week-end et attend désormais un vote de confiance de la part des deux chambres du Parlement. Il n'en reste pas moins que sa nomination est aussi bien accueillie par les marchés que par ses compatriotes et fait espérer à beaucoup une stabilisation de la vie politique mais aussi économique en Italie. Mario Draghi, qui a déjà détaillé son gouvernement, présentera son programme dans la semaine. Europe toujours, les stratégies de vaccination progressent alors que l'Agence européenne des maladies prévient que le virus est parmi nous pour longtemps. L'Union européenne tente de son côté d'accélérer les choses en accélérant notamment la procédure d'autorisation pour les vaccins améliorés qui doivent protéger contre les variants du virus identifiés. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, la production industrielle recule en zone euro pour le mois de décembre, là où les analystes attendaient un repli de 0,8%. Celle-ci plonge de 1,6% par rapport au mois de novembre. Et en Asie à présent, le Japon accuse un recul de son PIB de 4,8% en 2020 en raison de la crise sanitaire. Un recul auquel le pays n'était pas plus habitué depuis 2009, mais on notera tout de même que la croissance du PIB au quatrième trimestre dans le pays montre une reprise de l'activité économique. Le PIB progresse de 12,7% sur les 3 derniers mois de l'année contre un peu moins de 10% attendu. Une progression qui permet d'ailleurs au Nikkei de dépasser les 30 000 points en clôture ce matin, son plus haut depuis 30 ans. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Vivendi fait part de sa volonté de coter sa filiale Universal Music Group à la Bourse d'Amsterdam d'ici la fin de l'année. Vivendi, qui valorise l'ensemble du capital de sa filiale à hauteur de 30 milliards d'euros, prévoit de distribuer 60% du capital à ses actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels avant l'introduction. Le chinois Tencent a d'ailleurs exercé une option pour monter à 20% du capital de la major de la musique sur cette base.
La nouvelle fait grimper le titre Vivendi qui gagne plus de 17% à la mi-journée. Les bancaires progressent également de leur côté à la mi-journée, portés par les espoirs de reprise économique. Société Générale gagne plus de 5%, là où Crédit Agricole ou encore BNP Paribas gagnent plus de 2% chacune. Parmi les plus fortes baisses à la mi-journée, on notera Pernod Ricard, mais également Dassault Systèmes, Unibail Rodamco ou encore L'Oréal. L'Oréal dont le titre corrige à la suite de sa progression en fin de semaine dernière. Et au-delà des valeurs du CAC 40, on notera que Biofitis, la biotech française spécialisée dans les maladies du vieillissement, a levé plus de 16 millions de dollars sur le Nasdaq afin de financer des essais cliniques pour un traitement contre les insuffisances respiratoires. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le plan de trading de la semaine, c'est chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, gros début de semaine pour les actions européennes. On le rappelle, Wall Street est fermé aujourd'hui. Les marchés actions, les marchés obligataires américains restent fermés pour la journée du président. Intéressons-nous à l'Europe. Commençons par parler de la volatilité peut-être des marchés, parce que c'était le fait marquant de l'analyse de marché en fin de semaine dernière. Le VIX, qui mesure la volatilité du marché américain, revenait pour clôturer sous les 20, je crois, c'est ça Romain? Exactement. Ce qui correspond au niveau d'avant le déclenchement de la crise pandémique sur les marchés entre mi-février et mi-mars. Exactement. Alors le VIX, comme les autres actifs, s'analyse graphiquement et on constate effectivement qu'il est passé sous un petit niveau technique qui est marqué par cette petite oblique noire et entourée d'un rond rouge que vous voyez en bas de l'écran. Donc effectivement une détente sur le VIX et un mouvement baissier qui ne se dément pas depuis plusieurs semaines maintenant. On le voit à l'intérieur des pics. Alors, on est passé effectivement sous ce niveau, ça c'est intéressant. On voit que la détente se confirme depuis plusieurs semaines. La rupture de cette petite oblique de court terme, elle est validée pour une deuxième semaine d'affilée, donc c'est effectivement le cas, on passe sous les 20. C'est plutôt bon signe. En revanche, on voit qu'il y a ce canal baissier en bleu qui à chaque fois qu'on le touche, fait réagir le marché. Donc peut-être un peu de prudence dans les semaines à venir. On n'y est pas encore pour l'instant. On continue à profiter de ce mouvement et de surveiller le retour donc sur des niveaux qui seraient aux alentours de 15 à peu près sur le VIX, donc l'indice de volatilité du S&P. Ça nous ramènerait effectivement sur des niveaux, un rythme de croisière, un marché, sans crainte particulière au niveau de 15. Dans le contexte, ce serait plutôt un marché sans crainte. On voit que on a les bornes de fluctuation moyennes avant, donc situées entre 9 et 37, bon, c'est un peu large, mais et qu'on accumule plutôt largement en dessous de cette médiane-là la majeure partie du temps. Donc aller effectivement évoluer dans cette zone-là, ce serait signe de stress modéré, ce serait plutôt positif pour les semaines à venir. Ouais. Bon, une semaine déjà qui va être importante, c'est une semaine d'échéance mensuelle. On aura les expirations des dérivés, contrats futurs sur le CAC, notamment ce vendredi à 16h pour le futur CAC février. Regardons peut-être justement les indices européens et leurs différentes configurations, Romain, puisque Wall Street est fermé avec une volatilité alors qui baisse un peu partout. On l'a vu sur le marché américain, mais c'est la même histoire sur le marché européen. Quelle est la situation technique de nos grands indices ? Commençons peut-être par l'Eurostock 50 qui représente donc les 50 plus grandes valeurs de la zone euro. Ouais, c'était pas mal de faire un focus effectivement sur les indices européens parce que on constate qu'on est loin d'une surchauffe et en tout cas on teste des niveaux clés extrêmement importants. Alors là c'est l'indice le graphique de l'Eurostock mensuel que vous avez sous les yeux. On voit qu'il évolue depuis 2014 dans un grand trading range situé entre 2920 3616 points, qu'il a buté 3 fois sur la borne haute et là je l'ai mis en vert, je pêche peut-être par optimisme, mais pour le mois en cours, en tout cas, il est en train de le déborder, ce niveau technique clé. Et puis, on voit qu'il a aussi franchi, et après avoir buté et oscillé autour pas mal de fois, cette oblique violette, qui est une ligne de tendance baissière de très long terme. Et on voit qu'il a hésité beaucoup depuis 2014. Là, il le franchit à nouveau. Ce sont des mouvements de fond quand même. C'est un mouvement fort qui se met en place et un mouvement haussier qui est important. Donc, qu'on ait oscillé autour ces derniers mois, c'est cohérent compte tenu du contexte. L'échec du franchissement en début 2020 est compréhensible
semble aussi. Le fait qu'on repasse au-dessus, c'est plutôt bon signe. Et puis on évolue toujours à l'intérieur des bornes d'un canal haussier qui laisse pas mal de place à la hausse. Alors avec des chiffres, là c'est sur des objectifs à moyen terme, hein, et il ne s'agit pas de la semaine en cours, mais pour les semaines qui viennent, mois qui viennent, des objectifs qui seraient aux alentours des 4800 points, un peu au-delà pour l'Eurostoxx, donc plutôt une tendance haussière. Il y a un bull case qui se dessine pour l'Europe, peut-être, Romain. Peut-être, et on a vraiment des signaux intéressants, et revenir chercher ces résistances dans le contexte actuel, avec la flux de liquidité qu'on connaît, l'intérêt qu'il y a sur le marché. Et je n'ai pas reproduit là l'indice du Nasdaq parce qu'il peut être un peu vertigineux. C'est justement un peu le consensus aussi en ce moment de se dire on allège sur les marchés américains et on va chercher des relais ailleurs. On sait que la Chine a été pas mal payée, l'Asie d'une façon générale. Peut-être ça pourrait s'essouffler là-bas. Je ne pense pas qu'on puisse monter en l'absence de ces mastodontes, mais si les investisseurs commencent à chercher des relais, l'Europe peut être intéressante. Et donc c'est ce qui me fait penser que l'Eurostoxx a du potentiel si on maintient ces niveaux-là en tout cas. Bon, derrière l'Eurostoxx, est-ce que les grands indices européens, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, est-ce que ces grands indices boursiers envoie également un signal potentiellement positif, haussier pour le marché européen? Oui, c'est le cas. Alors effectivement, si on passe au DAX, par exemple, qui est quand même l'indice majeur européen, on constate que de la même façon, il a évolué dans un grand trading range de 2017 à 2021 et il est en train d'en sortir. Franchement, là c'est un graphique mensuel aussi, donc on voit qu'on s'est installé pour le deuxième mois d'affilée au-dessus et qu'on franchit des niveaux sur lesquels on avait buté en 2017, en 2019. Ça vous rappellera sûrement le constat qu'on faisait sur l'indice CAC 40, 2017-2019, on avait buté sur des niveaux clés qu'on est en train de franchir ce matin en gap, au début d'une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, avec un intérêt qui est un petit peu moyen, mais dans un contexte où il y a quand même pas mal de couverture dans les portefeuilles, un contexte un peu prudent et donc plutôt favorable à la hausse. Donc oui, on passe des niveaux, 13 580, c'est une alerte, mais c'est aussi un support maintenant, avec des cibles proches, 14 270, donc peut-être un marché qu'il va falloir regarder avec un peu de prudence à moyen terme, mais à long terme, c'est plutôt positif et ça laisse des cibles et de l'intérêt avec des mouvements de l'ordre de 10% encore au moins sur le DAX, donc intéressant aussi. Bon, et puis un marché qui concentre beaucoup d'attention en ce moment, c'est l'Italie évidemment, avec l'arrivée de Mario Draghi au pouvoir, le MIB italien, et d'ailleurs un indice très dynamique. Il y a de la place pour ce marché-là, visiblement. Là, il y a beaucoup de place à la hausse. Voilà. Alors, je pêche aussi peut-être par optimisme là-dessus, mais en tout cas, on montre des cibles graphiques. On voit que lui, il évolue dans un trading range, le MIB, depuis 2014. Il a plusieurs échecs de franchissement de ce trading range, au-delà des 24 080 points. On voit qu'il y arrive avec une structure qui est intéressante, avec une grande mèche en bas, et puis le pari Mario Draghi, et un contexte de fort intérêt pour les marchés actions, et un indice qui est donc très en retard et qui a du potentiel de hausse. Alors peut-être pour les semaines à venir, 26 940, mais on voit qu'entre 15 300 et 24 080, il y a un grand trading range. Si on duplique ce trading range par le haut, ça donne une très bonne cible graphique avec des niveaux de résistance qui collent parfaitement et avec des cibles aux alentours de 32 880. Donc un rattrapage possible sur un indice comme celui-là qui est important. Là, on n'a pas franchi le niveau, mais on voit que le DAX l'a fait, on voit que le CAC 40 est en train de le faire. Donc on peut surveiller ce genre de configuration et le franchissement de 24 080 sur le MIB peut être vraiment un signal. En plus, on a une alerte qui est pas très loin, 21 240 points. Donc on a un ratio risque-rendement qui est vraiment intéressant. Bon, et si on dit un mot de l'indice espagnol également, l'IBEX, là, qui à la mi-journée signe une des meilleures performances avec le CAC 40 parisien, est-ce que l'IBEX lui aussi envoie des signaux potentiellement positifs? C'est le cas aussi. Alors, encore une fois, les niveaux ne sont pas franchis, il faudra passer 8 410 points, donc même cas de configuration que le MIB, mais voilà, un indice qui a du potentiel de hausse, qui s'est bien repris et qui sous-performe depuis quelques temps, et qui donc au franchissement de 8 410 points offrirait pareil un potentiel intéressant. On voit que ce sont des niveaux de très long terme aussi, 2009, qui sont testés là en ce moment, et donc un signal qui est plutôt positif pour les semaines à venir. Encore une fois, je suis plus mitigé sur le mois, on va dire, qui vient. Pour la semaine, on a un signal positif sur l'indice CAC 40. On franchit un niveau technique et on le franchit avec enfin un peu d'intérêt, puisqu'on a clôturé la semaine dernière sur un record avec 10 séances d'affilée de destruction de contrats futurs. Ça, c'était vraiment un fait marquant. Et enfin vendredi, avec la petite hausse de vendredi, on progresse et le nombre de contrats futurs a augmenté légèrement, 1700 contrats futurs. On se contente de peu en ce moment, mais il y a eu plus de 25 000 contrats clôturés au cours de la hausse. Donc, passer ce niveau et cette oblique violette que vous voyez à l'écran. Il y a des intérêts acheteurs qui se sont déclarés.
qui se sont déclarés un peu, et pour la première fois, alors qu'il n'y avait aucun intérêt depuis 10 séances. Alors c'était des rachats de vente à découvert, on ne peut pas dire aucun bien sûr, mais des intérêts modérés, et acheteurs et vendeurs se neutralisaient entre 5600 et 5713 points. On passe 5713 et vendredi, avec un peu d'intérêt acheteur, il y avait surtout, et c'est ça le fait marquant, aucune pression baissière. Ça, c'est vraiment assez étonnant. Est-ce que c'est le phénomène Robinhood? Est-ce que c'est le contexte de marché, des flux de liquidité? En tout cas, on l'avait constaté sur la notion de vente à découvert sur les actions. Très, très peu de valeur vendue à découvert et aucune pression baissière. Alors, il y a aussi l'accélération haussière de novembre qui a peut-être refroidi les velléités de vente à découvert sur le marché. En tout cas, aucune pression baissière. C'est ce qu'on a constaté toute la semaine dernière avec des replis sur des niveaux techniques, 642 et mercredi, et puis on a repayé fortement, et 5627 qui a été le déclencheur de l'impulsion haussière qu'on connaît là. Et alors, j'extrapole un peu, mais on a aussi, dans ces cas-là, ouvert la voie à une accélération haussière qui pourrait mener jusqu'à 6060 points. Ça, c'est la cible graphique. Étant entendu qu'on arrive sur cette échéance avec pas beaucoup d'intérêt, je me méfie un peu de ce qui pourrait se produire après l'échéance des marchés dérivés. Donc, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de 5675 points, c'est vraiment un niveau charnière. Je vous rappelle aussi que de ce côté-là, sur les options, il y a plus de 28% des options qui sont des puts, des options de vente, 5675. Ça veut dire qu'il y a un intérêt énorme autour de ce niveau-là cette semaine, et jusqu'à l'échéance. Et que donc, tant qu'on est au-dessus, ça va. Si on rompt ce niveau, pour des questions techniques, les arbitragistes vont devoir agir. Et donc, ça peut créer des mouvements brutaux. Et donc, c'est vraiment l'alerte pour la semaine. Donc, tant qu'on est au-dessus, la route aux 6000 points soit une route en ligne droite. Non, je pense que ce ne sera pas le cas du tout. Et qu'il ne faut pas se méprendre. Je pense pas. Et il ne faut pas se méprendre sur ce graphique-là. Donc, on a cherché 5804, 810. C'est une zone intéressante. 5842, pourquoi pas, cette semaine, à la faveur d'un mouvement d'accélération pendant l'échéance des marchés dérivés, pourquoi pas. Ensuite, on va être quand même un peu prudent, et les excès, on va les regarder de près. Bon, un mot pour conclure, Romain. C'est une semaine qui sera un peu particulière, comme on le disait, parce que Wall Street est fermé aujourd'hui, les marchés chinois et certains marchés asiatiques restent fermés jusqu'à mercredi inclus. Dans l'agenda, qu'est-ce qui, pour vous, sera le marqueur important pour les investisseurs cette semaine? Alors, en plus de l'échéance de vendredi, qui sera le marqueur technique de la semaine. Oui, il y a pas mal de résultats. Alors, il y a l'élément de la semaine, pour moi, ce sont les ventes au détail aux États-Unis mercredi. Je pense que ça va être vraiment intéressant. On a quand même les PMI manufacturiers en Europe, donc les directeurs d'achat qui sont des indicateurs avancés. On va surveiller évidemment les minutes de la Fed et de la BCE mercredi soir et jeudi respectivement, mais surtout les résultats des entreprises. On voit que ça a été très très bien accueilli, les résultats des entreprises en France depuis une dizaine de jours, et que quasi chaque résultat bat le consensus et est payé et permet à l'indice de se maintenir en hausse. Donc beaucoup de résultats, c'est ça qu'on va regarder. Attention quand même, une semaine encore une fois très technique, on le voit, des franchissements de niveau, la zone 5670, 5730, on en a parlé beaucoup de fois, on l'a franchi en gap, c'est pas pour rien. Il y a des alertes à surveiller, mais pour l'instant c'est haussier, et il faut suivre cette tendance. Bon, et on suivra ça avec vous tout au long de la semaine. Enfin, en tout cas, vendredi, vous serez avec nous pour l'échéance mensuelle avec les autres habitués. Le 3e vendredi du mois, toujours un jour particulier sur les marchés. Et donc, Jean-Luc Hussac et Philippe Béchat seront à vos côtés vendredi à partir de 18h30 dans Smart Bourse. Romain Dobré avec nous le lundi et le vendredi, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Après la partie technique, on en vient au débat fondamental du moment, le risque de voir l'inflation revenir aux États-Unis. Je dis bien le risque parce que c'est un vrai débat d'économistes aujourd'hui, débat entre économistes keynésiens qui plus est. Et Arthur Jurus est avec nous à distance, en visioconférence depuis Genève, pour nous apporter quelques éléments quand même justement autour de ce débat fondamental, des éléments d'analyse. Vous êtes chef économiste de Landolt et compagnie, Arthur. Peut-être un mot déjà de la dynamique d'inflation presque mécanique de l'inflation américaine, j'entends, qui va remonter, qui va progresser au cours des prochains mois et des prochains trimestres. De ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut attendre des chiffres d'inflation qui sont devant nous pour les prochains mois, Arthur ? Oui, la reprise économique, elle est en cours pour 2021. Donc, l'inflation va réagir à cette reprise. Et on s'attend en particulier à un pic inflationniste au second trimestre 2021 qui est expliqué
en grande partie par un prix du baril qui, à la même époque en 2020, était en territoire négatif pour le baril américain. Et donc, on aura un fort rebond et ensuite, on va de nouveau se retrouver sur une tendance un peu plus désinflationniste avec une moyenne d'inflation légèrement supérieure à 1% en zone euro et légèrement supérieure à 2% aux États-Unis. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce débat, c'est que globalement, déjà depuis le début d'année, on observe des tensions qui sont de nature non pas seulement à se refléter dans l'inflation globale, en incluant les prix d'énergie, mais aussi sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire vraiment l'inflation qui réagit à l'activité économique. On voit qu'il y a des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement internationales. On voit que, par exemple, le prix des conteneurs a été multiplié par 4, que les délais de commande de ces conteneurs ont été multipliés par 5. On a des problèmes aussi de rationnement sur le silicium, chez les semi-conducteurs en Asie. Et donc, tous ces petits événements, en fait, sont de nature à amener de l'inflation de manière surtout durable. Et c'est finalement le principal risque aujourd'hui pour les marchés. Est-ce que le vote d'un plan de soutien de 1 900 milliards de dollars par le Congrès américain, si jamais ce plan était voté en l'état, ou en tout cas dans la taille qu'il est, dans la taille qui est voulue aujourd'hui par l'administration Biden, est-ce que le vote d'un tel plan de soutien viendrait changer la donne, influencer le cours de l'inflation à terme, Arthur ? Alors, il y a un débat qui est très animé sur justement quel est le montant pour justifier le plan budgétaire. C'est une politique de stabilisation. Donc, une politique de stabilisation, l'objectif, c'est de mener le niveau d'activité actuel à la tendance de long terme, au potentiel de l'économie américaine. Et aujourd'hui, ce chiffre, il se justifie avec un stimulus autour de 600 milliards de dollars. Et c'est exactement la proposition qu'ont fait certains républicains il y a une dizaine de jours. La question de faire davantage, elle est justifiée si justement on n'injecte pas directement ces liquidités dans l'économie réelle ou si ça permet durablement de relancer l'économie. Donc c'est plus une politique de relance au sens propre. Et donc là, il y a deux débats. Le premier, c'est le fléchage de ces dépenses publiques. Est-ce qu'on met le paquet, par exemple, sur la distribution de chèques universels avec le risque finalement d'avoir de l'inflation ? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a 2/3 des Américains qui seraient ciblés par cette distribution des chèques, qui ont l'intention d'épargner le montant, donc ça ne se traduira pas par davantage d'inflation de manière significative. Et puis l'autre aspect, l'autre débat, c'est quel est l'équilibre sur ce plan budgétaire de 1 900 milliards, donc 3 fois plus que ce qui serait nécessaire entre l'offre et la demande. Et c'est l'argument finalement de ces républicains qui demandent une enveloppe beaucoup plus petite, c'est oui, 600 milliards c'est suffisant, si vous voulez faire davantage, il faudra davantage orienter sur l'offre pour soutenir l'investissement et finalement augmenter ses capacités, augmenter cette tendance de long terme, ce qui réduira encore une fois les pressions inflationnistes potentielles. C'est un débat d'économistes, entre économistes, Arthur, ou c'est un débat auquel le marché doit s'intéresser ? Est-ce que c'est un débat ? Est-ce qu'en fonction des options qui sont retenues, et on le saura peut-être rapidement avec les débats qui vont pouvoir reprendre de manière normale, entre guillemets, au Congrès américain, puisque ça y est, le procès en acquittement de Donald Trump est maintenant passé, donc on va pouvoir se concentrer sur la question budgétaire. Est-ce que c'est un débat et des choix qui auront des impacts de marché importants ? Et quand on parle d'impact de marché, on regarde évidemment ce qui se passe sur l'obligataire américain, Arthur. Oui, alors c'est un débat d'économistes parce qu'on parle de surchauffe de l'économie tout simplement. C'est aussi un débat politique parce qu'on cible peut-être une enveloppe autour des 1 000 milliards. Donc on va tirer vers le bas, vers les 600 pour que politiquement ça se rééquilibre. Et c'est un débat financier et très important, tout simplement parce que aujourd'hui un montant de 1 900 milliards, ça implique que la Fed rachète des actifs, les augmente, soit beaucoup plus agressive pour éviter notamment qu'il y ait trop de pression haussière sur le dollar et aussi qu'il y ait trop de pression tout simplement sur les taux américains. On voit que ces taux progressivement réaugmentent, suivent les anticipations d'inflation qui elles-mêmes réagissent à l'évolution du prix du baril de pétrole. Mais il y a une vraie problématique. On sait que ces taux 10 ans ne peuvent pas augmenter davantage. Il y a un risque en termes de stabilité financière, il y a un risque tout simplement en termes d'accès au financement pour de nombreuses entreprises. Mais à côté, on a cette volonté justement d'ouvrir les vannes budgétaires et de chercher du financement et de chercher du dollar. Et donc la vraie question, la vraie incertitude pour 2021 finalement, c'est à quel point la Fed va être réactive et proactive, agressive pour finalement financer ces nouvelles émissions obligataires américaines. Et donc la monétisation de la dette américaine aujourd'hui joue un rôle de stabilité financière et un rôle aussi potentiellement de pression, si elle n'était pas suffisante, sur les taux américains et sur la monnaie américaine.
Ça veut dire, Arthur, il n'est pas impossible, parce que l'année a commencé avec un débat au sein de la Fed sur l'idée d'une réduction progressive du rythme des achats, ce qu'on appelle le tapering. C'était un débat qui a eu lieu quelques jours en ce début d'année, qui a été relativement éteint, on va dire, par les prises de parole du trio important au sein de la Fed. Jérôme Powell, bien sûr, le président, le vice-président Richard Clarida, et puis l'économiste John Williams. Mais on pourrait imaginer qu'à un moment cette année, la Fed devienne encore plus accommodante, augmente même peut-être encore le rythme de ses achats d'actifs qui sont calibrés à 120 milliards de dollars par mois aujourd'hui, dont 80 milliards de trésorerie. C'est possible d'imaginer ça, Arthur ? C'est possible et c'est probablement souhaitable, parce que les 80 milliards de rachats de trésoreries actuellement, ils sont calibrés sur les plans budgétaires qui sont déjà actés, pas sur le nouveau. Donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment une pression budgétaire pour que la Fed monétise davantage et donc soit plus active en achetant davantage d'obligations américaines. Il y a également une problématique, effectivement, on parle de 2013 parce que c'est quelque chose qui a frappé les marchés. C'est un choc des taux qui avait duré 8 mois, quand le taux 10 ans était passé de 1,7% à 3% assez rapidement. Ce qui change cette année, en 2020 par rapport à 2013, c'est qu'en 2013, on avait finalement des taux à court terme dans les prévisions de la Fed qui étaient beaucoup plus agressifs. La Fed attendait un durcissement de la politique monétaire et donc finalement les taux à long terme, les taux 10 ans, s'étaient alignés sur ces prévisions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Fed est engagée à maintenir ses taux bas, notamment ses taux de court terme. Et donc finalement, ça va être un double duel, un duel face au Trésor pour financer son expansionnisme budgétaire et aussi un duel tout simplement vis-à-vis des marchés. Les marchés actuellement testent la Fed justement par rapport à l'ensemble de la courbe des taux américains. Elle essaie de voir à quel point la Fed va commencer à réagir, si elle va continuer à être patiente durablement ou si elle va anticiper d'éventuels chocs sur les marchés. Et justement, cette problématique de 2013, elle revient de plus en plus dans les débats parce qu'on essaie de comprendre comment la Fed réagit. Les minutes mercredi soir seront intéressantes et devraient apporter assez peu d'éléments finalement sur ce sujet. Mais vraiment, c'est comprendre finalement comment la Fed va réagir à cette pression budgétaire et en même temps à ce scénario où l'activité américaine va accélérer fortement, en particulier au deuxième trimestre, et où l'inflation va excéder de manière assez forte les 2%, on attend 2,9% au deuxième trimestre. Et donc finalement, la question budgétaire, la question de la durabilité potentielle de l'inflation sont deux sujets qui vont animer les marchés. Ce sont surtout deux risques pour les investisseurs qui sont aujourd'hui exposés autant sur le marché obligataire que sur les marchés plus risqués. Bon, merci beaucoup Arthur. Ça va être effectivement une communication très challenging pour la Réserve fédérale américaine, sans doute tout au long de cette année 2021. On est au début seulement de ce débat entre le risque d'un retour de l'inflation, la nécessité de maintenir des taux bas. On verra comment la Fed prend position dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous l'avez dit, on aura le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed il y a 3 semaines. Ce compte-rendu sera publié ce mercredi soir. Et puis chaque mois, vous le savez, les marques d'inflation, les chiffres d'inflation qui sortent et qui vont augmenter mécaniquement avec les effets de base et la pression à la hausse des matières premières. Et chaque mois, ce sera donc un enjeu de communication pour la Réserve fédérale américaine. Le 10 ans américain a touché 1,20 en fin de semaine dernière. Je vous rappelle que le marché obligataire américain et les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui pour le jour de la fête du président. Arthur Jurus, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Landolt et compagnie, invité de Smart Bourse, l'émission de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve donc ce soir en direct à 18h30.